donc je remercie beaucoup le professeur émérite, Monsieur Brochard, qui s'est saisi d'une question qui a fait couler beaucoup d'encre dans le passé et question qui est toujours d'actualité, qui va se majorer, on imagine, dans les années à venir. Donc merci beaucoup pour cet exposé sur canicule et précarité. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, là, on m'a demandé de vous transmettre un petit peu les informations concernant un travail que nous menons au sein du Haut Conseil de santé publique et en particulier donc le ministère de la Santé nous a saisi sur le problème de la canicule. Donc le ministère nous a saisi sur ce dossier canicule. Ça a pris un peu de retard, comme beaucoup de dossiers, du fait des problèmes d'interférence avec la Covid. Et en fait, le rapport est terminé maintenant. Il va être présenté au ministère de la Santé. Et donc, nous attendons un peu la réponse du ministère de la Santé. Ce que je vais vous présenter, c'est en quelques mots le travail que nous avons fait en le focalisant un peu sur les aspects de précarité, puisque comme vous allez le voir, la canicule, ça ne touche pas que les précaires, ça touche tout le monde. Et donc, on a plusieurs populations en vue, dont certaines populations de précaires. Alors, juste un petit rappel. Maintenant, on parle de vague de chaleur et toute la vigilance qui a été mise en place sur le plan national est une vigilance donc météo qui est pilotée d'abord par Météo France, mais en concertation avec Santé publique France. Et l'idée, c'est on va définir donc avec la température un aléa qui sera un aléa vague de chaleur et susceptible d'avoir un impact sanitaire. Il faudra une certaine intensité de cet aléa pour avoir un impact sanitaire. Et puis, ça va déboucher sur des alertes à la fois dans la population générale et les populations concernées, et puis surtout dans les acteurs qui sont susceptibles d'aider ces populations. Alors, je vous rappelle les 4 niveaux de vigilance. Ça, vous voyez ça tous les jours à la télé. Sauf que là, pour le moment, vous n'avez pas encore vu la vigilance vague de chaleur, puisqu'elle ne va être déclenchée théoriquement qu'à partir du 15 juin. Et sachant que ça va peut-être être déclenché avant, compte tenu des températures qui sont attendues au cours du mois de juin. Donc il y a un niveau vert qui est un niveau automatique qui couvre l'ensemble du territoire. Et après, pour chacun des départements concernés, il y a un niveau jaune, un niveau orange, un niveau rouge. Alors, ces différents niveaux sont définis en fonction d'une part de l'intensité de l'aléa et d'autre part de la durée de l'aléa. Donc vous voyez que pour les jaunes, ce sont des pics de chaleur, mais des pics de chaleur qui sont soit courts, moins de 3 jours, soit peu élevés, c'est-à-dire inférieurs aux indices biométéorologiques dont on va parler dans un instant. Mais dès le niveau jaune, on sait que Santé publique France en particulier a montré qu'il y avait déjà un excès de risque pour les populations les plus fragiles ou les plus surexposées. Après, il y a le niveau orange, et là, on dépasse les seuils d'IBM pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs. Et enfin, le niveau rouge, où c'est toujours le même dépassement, mais avec en plus de l'impact sanitaire, un impact sociétal, c'est-à-dire qu'effectivement, on va perturber le fonctionnement des entreprises, des institutions, etc. Alors, je vous rappelle que l'indice biométéorologique, c'est un indice qui est défini conjointement par Santé publique France et le Météo France, puisqu'il y a la composante purement météo et puis la composante impact sanitaire. Et elle est définie pour chaque département, donc elle est différente pour chaque département. Ça va dépendre de la structure
de la population du département. Il y a des départements, par exemple, où il y a plus de personnes âgées que d'autres. Et puis, il y a des départements qui sont plus habitués aux températures élevées que d'autres. C'est pas pareil à Marseille et à Lille, par exemple. Et pour la Gironde, nos IBM sont en température nocturne 21 degrés et en température diurne 35 degrés. Donc quand on dépasse pendant 3 jours consécutifs et 3 nuits consécutives ces IBM, on déclenche le niveau orange et éventuellement le niveau rouge. Alors, bon, juste petit schéma, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, rappelle qu'en fonction de l'importance de l'aléa, eh bien, vous allez toucher de plus en plus de populations. Donc au début, c'est les plus fragiles, évidemment, puis après, on arrive sur l'ensemble de la population. Donc j'insiste pas là-dessus, vous connaissez certainement tous ce type de schéma. Alors je vous rappelle aussi, et ça c'est les données de Santé publique France qui récapitulaient les années précédentes, où vous voyez qu'on n'a pas encore réglé le problème, puisque certes, en 2003, on était à 15 000 décès en excès, mais vous voyez qu'en 2020, on est quand même encore à 2000 décès en excès. Donc on a fait des progrès, mais il y a encore une mortalité, et je ne parle pas de la morbidité, là je ne parle que de la mortalité, qui est importante. Alors ce qu'on sait aussi, c'est que ça dépend des classes d'âge, des catégories d'âge, et là par exemple, vous voyez que c'est essentiellement à partir des populations de plus de 65 ans qu'on va avoir le plus d'effets. Et quand on regarde les mortalités relatives, vous voyez, ça démarre un peu entre 45 et 65. Ça, c'est vraisemblablement des personnes ayant des facteurs de risque associés. Et puis, donc, ça plafonne à partir de 65 ans et on est autour de 20%. Alors, autre chose très importante, c'est qu'évidemment, nous ne sommes pas tous égaux face à un même aléa de température. Et donc, on a bien, depuis 2003, bien défini les facteurs qui vont contribuer à augmenter le risque au niveau individuel. Sachant qu'il y a des facteurs de risque, c'est ce que j'ai mis en rouge, des facteurs de risque qui sont liés à l'exposition. Et ça peut être l'intensité. Et l'intensité, alors j'ai oublié de vous dire que les IBM, ce sont des températures moyennes sur l'ensemble du département. Et bien entendu, dans un département et même dans une commune, il y a des îlots de chaleur. Et il peut y avoir un nombre de degrés important de différence d'un quartier à l'autre, d'une zone à l'autre. Et évidemment, ce qui va concerner les expositions individuelles, c'est la température réelle à l'endroit où est située la personne qui est exposée. Donc le niveau d'exposition avec en plus un facteur habitat qu'on va revoir dans les habitats précaires, mais d'autres facteurs comme la profession qui sont des facteurs très importants. Et puis les sensibilités individuelles, alors, dans la diapo précédente je vous avais parlé de l'âge. Le sexe, c'est surtout au niveau des problèmes de grossesse que les problèmes vont se poser, plus qu'au niveau du sexe lui-même. Et par contre, évidemment, un facteur de risque majeur, ce sont les déterminants de santé, donc les pathologies, les comorbidités, la prise de médicaments et les comportements addictifs éventuels qui, eux, vont entraîner une sensibilité individuelle beaucoup plus importante. Et enfin, toujours dans les facteurs de risque, on a ces capacités d'adaptation et qui sont liées justement au niveau socio-économique, aux interactions sociales, aux problèmes de mobilité. Et là, les problèmes de précarité vont prendre toute leur importance pour être associés à ces facteurs d'exposition et ces facteurs de sensibilité. Et l'ensemble de ces facteurs de risque va définir la vulnérabilité. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est juste un rappel de ces facteurs de vulnérabilité ou des facteurs de risque, donc sociodémographiques, sanitaires, sociaux, environnementaux, comportementaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de publications, ça c'était juste
une analyse de la littérature qui a été faite en 2015 par Santé publique France et qui montrait effectivement que on a documenté tous ces facteurs de risque de façon très claire au niveau national et international. Je fais juste mention aussi d'une précédente recommandation du Haut Conseil de santé publique qui avait été faite à l'occasion du plan national canicule 2014 et il avait été demandé au Haut Conseil de donner un avis sur ce plan. C'était notre collègue San Marco de Marseille qui pilotait ce groupe. Et effectivement, j'avais extrait dans sa conclusion cette petite phrase qui me semblait extrêmement importante et qui disait bien qu'en 2003, en tous les cas en 2003, certes il avait fait chaud, mais en plus, personne ne savait comment gérer ça. Et ni les populations qui étaient exposées, ni les intervenants qui étaient susceptibles d'aider ces populations. Ça, c'était le problème de l'ignorance. Et puis, bien entendu, l'autre problème majeur, c'était le problème de l'isolement. Et en 2003, en tous les cas, mais même dans les phases postérieures, ce sont les personnes isolées qui sont effectivement les plus à risque. Alors bon, 2 mots sur les pathologies induites. Ça, vous les connaissez. Bon, ça passe des signes de déshydratation bénins avec des crampes, un niveau un peu plus important, c'est les syncopes de chaleur. Mais ce qui est surtout important, c'est le coup de chaleur, puisque là, le coup de chaleur, c'est vraiment une pathologie auto-entretenue qui va entraîner des phénomènes pro-inflammatoires diffus et une atteinte de tous les organes avec une hyperthermie, l'hyperthermie étant le symptôme le plus facile à diagnostiquer, mais le problème c'est que vous aurez une défaillance cardiovasculaire, rénale, hépatique, et avec un décès dans 30 à 50% des cas. Donc quand on arrive au stade du coup de chaleur, surtout chez les personnes qui sont loin du recours aux soins, eh bien, on a un taux de décès qui est très important. Alors, ça, c'était les pathologies directes les plus visibles, mais il y a aussi des pathologies indirectes qui sont extrêmement importantes et qui sont peut-être plus nombreuses. L'hyponatrémie iatrogène, on fait boire les gens, mais on oublie de leur donner des électrolytes. Toutes les décompensations des pathologies préexistantes. L'augmentation des phénomènes accidentels, que ce soit au travail ou que ce soit les accidents de trajet, du fait de troubles des fonctions cognitives, qui sont très caractéristiques des effets de la canicule. Et puis, très souvent, il y a des co-expositions. C'est-à-dire que les pics de canicule sont associés à des pics pratiquement toujours à des pics de pollution atmosphérique. Et dans le milieu de travail aussi, la montée en température va faire en sorte qu'il y a un certain nombre de polluants qui sont beaucoup plus biodisponibles que dans des conditions de température normale. Alors, on a mis en place les plans canicules depuis 2003. Et maintenant, ces plans canicules ont été remplacés par ce qu'on appelle les dispositions Orsec, qui rentrent dans le cadre de la gestion de l'ensemble des risques naturels, la canicule faisant partie des risques naturels. Donc là, par exemple, en Gironde, on a un dispositif Orsec, une disposition Orsec qui est parue pour l'année 2022. Et en gros, c'est piloté par le préfet. Et après, avec donc un certain nombre de circuits d'information comme le centre opérationnel départemental, et qui va associer beaucoup de partenaires, qui sont des partenaires institutionnels de l'État, mais aussi des collectivités territoriales, et aussi tout le milieu associatif reconnu. Donc ceci doit aboutir, et ça c'est la prérogative du préfet, à des décisions de restriction d'activité lorsque l'aléa est suffisamment fort. Et vous imaginez bien que le préfet est soumis à des contraintes importantes, parce que fermer une entreprise,
c'est compliqué. Fermer un squat, c'est compliqué. Et donc, effectivement, l'aide à la décision est là quelque chose de très important. Donc ça, c'est juste le rappel de la saisine du Haut Conseil qui nous demandait justement d'apporter un peu les recommandations facilitant la gestion des nouvelles situations d'exposition en canicule extrême. Alors, il y a des situations diverses et parmi ces situations, il y a les bidonvilles et c'est ainsi que le ministère les a appelés. Alors, nous, on a déjà fait des recommandations générales sur l'ensemble de ces situations, de ces activités, travail, sport, culture et précarité. Et ça a été publié, c'est déjà disponible sur le site du Haut Conseil le 5 juillet 2021. Ce qui est intéressant, on va y revenir en les déclinant sur les aspects de précarité, mais juste ici, ce que vous voyez, c'est la colonne camp, et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en vert et qui doivent être faites avant. Si on veut attaquer une phase de canicule dans des bonnes conditions, il faut que l'essentiel ait été prévu en amont. Au moment de l'alerte orange, on a 24-48 heures pour réagir, et au moment de l'alerte rouge, on a juste la nuit pour réagir. Donc, si ça n'a pas été prévu à l'avance, ça ne marchera pas. Ça, c'est clair. Alors, donc ça, c'était les domaines sur lesquels on a déjà travaillé. Donc, vous voyez que pour les écoles et la petite enfance, c'est déjà paru. Et pour les autres milieux, c'est en cours de publication. Alors, pourquoi les habitats précaires, qu'on a appelés habitats précaires collectifs illégaux? Et donc, ça ne concerne, là, dans la saisine, que les squats et les bidonvilles, exclusivement, alors qu'il y a bien entendu d'autres situations de grande précarité, parce qu'il y a un certain nombre de caractéristiques que vous connaissez très bien, donc ça, je ne vais pas m'y étendre, mais qui vont donc conditionner les difficultés qu'on va observer dans la mise en œuvre des dispositifs Orsec en particulier. Donc voilà les recommandations. Alors très rapidement, je vais gérer les recommandations. Je suis désolé, je n'ai pas de montre. Tu me dis là. C'est bon ok. Tu me donnes jusqu'à quelle heure? Ok, parfait. Donc c'est parfait. Donc la première recommandation qu'on a faite, alors évidemment elle ne vous étonnera pas, on est ici dans un milieu universitaire, donc on fait de la recherche. Et on n'est jamais content parce qu'on trouve qu'il n'y a jamais suffisamment de données pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et c'est le cas. Et c'est le cas en particulier sur un domaine très important que sont les valeurs limites d'exposition. C'est-à-dire, on sait par exemple que pour des polluants chimiques, d'autres agents physiques, etc., il y a des valeurs limites d'exposition à ne pas dépasser en population générale ou dans des populations spécifiques. Pour la chaleur, on ne sait pas. Et les valeurs, les IBM que je vous ai donnés, ce n'est pas des valeurs limites. C'est simplement des seuils de vigilance au-delà desquels on sait que les gens vont mourir. Mais ça peut être, vous l'avez vu, 35 pour la Gironde, ce n'est pas beaucoup. Hein. Et je vous rappelle que l'année dernière, en Australie, en Espagne et sur la côte est de l'Amérique du Nord, on est monté à plus de 50. Donc évidemment, entre 35 et 50, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc là, il y a des choses à faire. Entre autres, pour ce qui est de la précarité, pour nous, en tous les cas, notre constat, c'est qu'il y a énormément d'intervenants partout, au niveau de l'État, au niveau des communes, au niveau des associations, au niveau des hôpitaux, etc. Et qu'on a énormément de mal à comprendre comment c'est coordonné. Et on a énormément de mal à comprendre ce qui se passe d'un département à l'autre, puisque chaque département a sa sauce. Donc, la première recommandation qu'on a faite, c'était d'essayer justement de demander à une agence, et bon, on a ciblé l'ANSES, de nous aider à comprendre un petit peu, répondre à ces questions, comment on fait les mesures locales,
comment on calcule les fractions attribuables en fonction des facteurs de risque de vulnérabilité dont je vous ai parlé, comment on définit les relations de dose-effet, sachant qu'il y a des interférences avec les facteurs de risque et les stratégies de prévention, quelles valeurs limites on va définir, et comment on essaye de clarifier le schéma d'organisation locale. Donc ça, c'est des questions qu'on a posées. Nous, on n'est pas capable d'y répondre. Je pense que personne n'est capable d'y répondre aujourd'hui. Et donc, on a demandé à l'ANSES, ou en tous les cas à une agence de ce type-là, une agence sanitaire, de s'en occuper. La deuxième recommandation, c'était la définition de l'aléa. Je vous ai dit que l'aléa, c'était défini au niveau départemental. C'est-à-dire on a une valeur moyenne au niveau du département. Là, vous avez par exemple des cartes géoclimatiques qui montrent qu'avec des couleurs différentes, on a des températures qui peuvent être complètement différentes au sein d'une même commune. Bon, en gros, en vert, il ne fait pas très chaud. En noir, il fait très chaud. Et si vous allez place Péberlan, c'est sûr que la situation ne sera pas la même en température que si vous allez dans le parc bordelais. Donc là, on dispose maintenant de ces cartes dans un certain nombre de communes, et nous, ce qu'on demande, c'est qu'elles soient étendues au moins à toutes les métropoles. Et l'autre information que vous connaissez bien là cette fois-ci, et nous qu'on a un peu découvert à cette occasion, c'est la plateforme Résorption Bidonville. Et bon, on a discuté avec la Dial, on a discuté avec les gens qui mettaient en place cette plateforme. Je pense que c'est un outil formidable, mais c'est un outil qui doit être optimisé. Alors optimisé parce que, en particulier, vous voyez ici, là, par exemple, bon, donc on a des informations au niveau de la France, on a des informations au niveau du département, on a des informations au niveau de la métropole, et on a des informations au niveau de chaque site. Sauf que, et là, vous voyez, c'est un exemple absolument typique, là sur le site de Bègles, et c'est une interrogation que j'ai faite hier, la dernière mise à jour de l'information, ça date d'il y a 3 mois. En termes de canicule, c'est pas possible. Donc, effectivement, les informations sont intéressantes. On sait qu'il y a un accès à l'eau, qu'il y a des toilettes, etc., etc. On sait quel est le nombre de personnes qui sont référencées sur ce site. Mais, en revanche, ça date d'il y a 3 mois. Or, une des caractéristiques de ces situations, c'est qu'elles sont extrêmement variables dans le temps et dans l'espace. Donc là, c'est un problème important. Un autre problème, c'est qui rentre l'information. Et un troisième problème, c'est qui valide l'information. Donc ça, on est en train de travailler avec la Dial. Et la Dial est consciente de ces problèmes pour améliorer cette plateforme qui reste un outil absolument clé. Moi, j'insiste là-dessus. La troisième recommandation, c'est qu'on mette en place des référents canicules. Alors, dans la plupart des communes, maintenant c'est le cas, que ce soit sur Bordeaux Métropole ou sur les grosses communes de l'intercommunalité bordelaise. Ce n'est pas le cas sur tout le territoire, donc on espère que justement ça va se développer. Et pourquoi la commune ? Parce que c'est la commune qui c'est la plus petite définition géographique du territoire. Et donc, si je prends ce petit schéma un peu compliqué, mais voilà, dans le département, la seule chose que les gens voient, c'est les écoles et la petite enfance. Et par contre, au niveau de la commune, effectivement, la commune a accès à l'information sur les entreprises qui sont sur cette commune, les manifestations sportives et culturelles qui vont se dérouler sur cette commune, et tous les sites dits précaires, donc bidonvilles et squats, qui sont sur cette commune. Donc pour nous, c'est un échelon absolument capital dans le suivi de la canicule, mais ça pourrait être d'ailleurs étendu à d'autres risques naturels. La quatrième recommandation, c'est, vous avez vu sur le site de Bègles, que je vous ai montré dans la plateforme, il y a une espèce d'ébauche d'évaluation. On a dit, oui, il y a un accès à l'eau. On a dit, oui, il y a des toilettes, etc. En fait, l'évaluation, c'est quelque chose de beaucoup plus fin que ça, beaucoup plus important que ça.
Et donc, ce qu'on demande, nous, c'est qu'il puisse y avoir sur chacun des sites identifiés une évaluation qui soit faite, et en particulier que cette évaluation soit actualisée. Et qu'après, on transmette ces informations à la plateforme, très bien. Mais déjà, il faut aller chercher l'information, et la bonne information. Donc, c'est ce que j'ai juste mis dans cette diapositive, c'est qu'effectivement, là, on reste sur la plateforme, mais il y a un certain nombre d'intervenants qui sont capables d'aller chercher des informations, de les mettre sur la plateforme, sous réserve qu'elles soient validées. Et c'est pour nous, en tous les cas, important que la commune qui gère son territoire puisse être associée avec vous sur ces informations d'évaluation du risque collectif dans un site. Après, on arrive sur le risque individuel. Et le risque individuel, ça passe par les professionnels de santé, au sens large, hein, ou les professionnels, les équipes médico-sociales, hein, puisque c'est toujours hein, dans le domaine de la précarité, c'est lié, ce sont des équipes médico-sociales. Donc, il faut que vous, en tant qu'équipe médico-sociale, vous soyez au courant, vous soyez informés, et l'information arrive vers vous. Et elle arrive en temps utile pour que vous puissiez intervenir. On a discuté dans le cadre de notre groupe de travail sur ces histoires de fichiers de personnes vulnérables. C'est très à la mode actuellement dans beaucoup de populations, pas que les précaires, mais dans beaucoup de populations. Par exemple, pour les personnes âgées, vous savez que maintenant, il y a des fichiers. Alors, c'est basé sur le volontariat, il y a des règles, mais ces fichiers commencent à se constituer et ça permet d'aller, effectivement, quand on passe en orange et a fortiori en rouge, d'aller directement là où ça fait le plus mal. Donc là, on a posé la question hein, sur les fichiers, on n'a évidemment pas donné la réponse. Et la recommandation 6, c'est la suite de la recommandation 5, c'est-à-dire vous, en tant qu'équipe, vous êtes informés, il se passe quelque chose, il y a de la chaleur qui arrive, etc. etc. Et par contre, c'est vous qui êtes les seuls intervenants à connaître les individus qui sont sur les sites et qui sont susceptibles de ne pas être en capacité de faire face lorsqu'il y a un aléa d'une intensité suffisante. Donc ça veut dire pour nous qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'équipes médico-sociales. Donc là, je lance un appel au peuple, évidemment, pour renforcer ces équipes médico-sociales qui sont absolument essentielles. Et puis, qu'à partir de ces équipes médico-sociales, vous soyez en capacité de prendre des décisions individuelles de mise à l'abri de certaines personnes qui ont les facteurs de risque dont on a vu tout à l'heure. Et ce n'est pas le préfet qui va le faire pour vous. Les seuls qui soient capables de le faire, c'est vous. Alors oui, ça se résume aussi dans cette diapositive. On fait le lien entre le niveau de vulnérabilité individuelle et le niveau d'aléa in situ. Hein. Ce n'est pas la température moyenne du département, c'est la température réelle à l'endroit où vivent les gens. Et est-ce qu'ils sont capables de faire face compte tenu de leurs facteurs de risque? Si oui, vous les surveillez, vous les informez, vous leur dites ce qu'il faut faire, etc. Sinon, c'est retrait et mise à l'abri. Et ça, c'est une décision lourde, compliquée dans les milieux de la grande précarité. Mais il faut, à un moment, appuyer sur le bouton. La recommandation 7, c'est pour que tout ceci marche, il faut que l'ensemble de la commune marche. C'est-à-dire qu'effectivement, les horaires de transport, les horaires de crèche, les horaires d'école, les horaires du monde du travail aussi soient adaptés. Donc il y a tout un certain nombre de dispositions qui sont mises en place par la commune. C'est ce qu'on appelle l'approche systémique et qui accompagnent les approches spécifiques. Mais elles sont absolument indispensables. Donc ça, c'est la commune qui s'en occupe. Après, il y a un gros problème, c'est que je vous ai dit, tout ceci, ok, on fait des évaluations de risque, on va définir des situations dans lesquelles on n'est plus en capacité de faire face, mais est-ce qu'on a bien travaillé? Est-ce qu'on a les bonnes compétences pour le faire? Et est-ce que les décisions seront prises sur des bons indicateurs? Et donc, du coup, là, il y a une vraie question. Alors,
qui se pose peut-être moins dans le domaine de la précarité, mais qui se pose pour nous dans le domaine du travail. C'est-à-dire que quand un employeur dit « Oh, ben, il n'y a pas de problème, moi je suis capable de faire face », eh bien nous, on n'est pas forcément d'accord. Et donc, il faut qu'il y ait un système qui permette de contrôler que la personne, le responsable qui a dit que « oui, je suis capable de faire face », soit réellement capable de le faire. Parce que sinon, c'est le préfet qui est en dernière ligne, et c'est lui qui va conditionner le maintien de l'activité ou le maintien de la structure ou le maintien de la situation aux informations qu'il reçoit. Donc les informations, il faut qu'elles soient de qualité suffisante pour prendre la bonne décision. Et c'est la même chose, sauf que, comme je vous l'ai dit, le préfet il ne décide pas au niveau individuel, il décide au niveau collectif. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va croiser des informations sur les vulnérabilités collectives et des informations sur l'intensité de l'aléa, et le préfet va décider si oui ou non on peut laisser la structure fonctionner, ou sinon il faut restreindre son activité, voire l'interdire complètement. Et enfin, la recommandation 10, c'est le retour d'expérience. Ça, le retour d'expérience, c'est absolument fondamental. On met en place des tas de dispositions qui, sur le papier, c'est parfait, il n'y a qu'à faucon, etc., etc. Et en fait, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Bon, moi, la première réponse que je dis, c'est que ça ne marche pas assez. Il y a encore 2000 morts en 2020, c'est donc que ça ne marche pas assez. Et alors, pourquoi il y a 2000 morts? À quel endroit? Etc., etc. Donc ça nécessite qu'il y ait le recueil d'informations ad hoc pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et à quel endroit ça ne fonctionne pas. Donc nous, ce qu'on demande, effectivement, c'est que les retours d'expérience soient des retours effectifs et spécifiques. C'est-à-dire que ce n'est pas juste compter les morts ou compter les recours aux urgences hospitalières ou préhospitalières. Ça ne suffit pas. Donc, il faut qu'on essaye de comprendre effectivement les impacts, et je vous ai dit que les impacts sanitaires, ce n'est pas que les impacts directs, c'est aussi les impacts indirects. Et puis, qu'est-ce qui a dysfonctionné dans la chaîne, en particulier dans le dispositif Orsec dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ceci avec tous les acteurs concernés, y compris donc les équipes médico-sociales, les associations, etc. Donc en conclusion, il y a deux choses. Il y a un objectif 0 décès en excès, c'est possible. Vous avez compris que la chaleur, c'est quand même pas un problème très compliqué. Il fait très chaud, on sait ce que ça fait sur le plan physiologique et pathologique, on sait comment s'en protéger. Et on sait comment s'en protéger efficacement. Y compris quand on a des facteurs de risque. Simplement, les protections seront plus adaptées quand on a ces facteurs de risque. Donc, effectivement, l'objectif 0 décès est un objectif qui est parfaitement, en tous les cas, affichable. Après, qu'il soit atteignable, ça va dépendre des moyens qu'on met en face, mais voilà. Alors, je vous avais dit, 0 décès, c'est possible, mais capacité à faire face, et ça, on ne sait pas très bien jusqu'où on est capable de faire face, donc d'où la recommandation numéro 1. Les informations et les formations ad hoc, information de la population, information des intervenants, et surtout formation des intervenants. Là aussi, c'est quand même quelque chose qui est... on s'est aperçu que ce n'était pas le cas, en particulier au niveau des communes, et il n'y a pas toujours les informations ad hoc. Et puis l'adaptation des stratégies en fonction des spécificités de population, ça c'est fondamental. Et pour ce qui est des précaires, en particulier pour nous, en tous les cas, dans les travaux que nous avons menés dans le cadre du Haut Conseil, ce qui nous a vraiment frappé le plus, c'était ce problème de coordination. Il y a beaucoup d'acteurs, vraiment beaucoup d'acteurs. Il y a des moyens financiers aussi qui sont mis en place, mais on a vraiment beaucoup de mal à comprendre la coordination. Et la coordination, pas en période verte, hein. Ça c'est facile, mais c'est la coordination en période rouge, enfin en période orange, et évidemment en période rouge. Sachant qu'en période rouge, on n'a plus le temps de réfléchir.
Voilà, et je terminerai par cette petite diapositive qui rappelle que la prévention, c'est pas très compliqué, c'est boire, effectivement, et pas que de l'eau, mais des électrolytes aussi, en particulier pour les personnes âgées. Et puis se rester dans des zones rafraîchies. Et ça, il y en a des zones rafraîchies, mais elles ne sont pas forcément là où les gens habitent. Et donc, a fortiori, quand on est en grande précarité, et donc il faut pouvoir les emmener dans ces zones rafraîchies. Donc avec les deux mots dont je vous avais parlé, l'ignorance et l'isolement, et j'ai juste rajouté l'empêchement, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on a constaté dans la précarité, c'est qu'on peut avoir effectivement pas mal d'informations à donner, on peut avoir pas mal de systèmes qui permettent de rompre l'isolement, mais il y a encore beaucoup de situations d'empêchement qui font que ça ne va pas fonctionner. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est assez original pour moi, en tout cas. Ah oui, c'est un peu la chaleur. Hein. C'est bienvenu. Les annonces sont donc assez pessimiste pour la période à venir. Je ne vous l'ai pas dit, mais évidemment, c'est un phénomène qui va croître et embellir avec le changement climatique. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ah, la passe s'agite. Oui, merci pour cette présentation. Après, nous, la question qu'on est tous en train de se poser là, c'est on parle de signalement et de mise à l'abri. Mise à l'abri, mais où? Est-ce que c'est prévu? Parce que nous, on n'arrive déjà pas à mettre à l'abri nos patients quand ils ont besoin de chimiothérapie, de traitement, tout ça. Donc là, quelle est la... Ok, alors c'est là où la recommandation 7 est absolument fondamentale. C'est 7 et 9. 7, c'est l'organisation systémique au niveau de la commune. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que la commune ait défini les zones qui sont susceptibles de devenir des mises à l'abri. Alors, elles le font déjà. Elles le font déjà, mais dans la journée, par exemple. C'est plus compliqué la nuit. Simplement, la commune, elle transmet au préfet des informations sur la disponibilité éventuelle des logements, enfin des moyens d'hébergement. Au préfet, après, de prendre les réquisitions ad hoc pour définir des zones qui seront réservées pour ce genre de situation. Et donc, il y a l'étape commune, qui est une étape absolument essentielle, et il y a l'étape préfet, qui est la décision de réquisition. Mais ce n'est pas encore en œuvre. Ça dépend où. Ça dépend où. Il y a des départements où ça marche mieux que d'autres. Et chez nous? Alors, ce que je ne vous ai pas dit, nous, alors, pour répondre sans langue de bois, bien entendu, on n'a pas observé la canicule en 2020. En 2021, pardon. Il n'y avait pas de canicule en 2021. Il n'y avait pas eu d'alerte canicule en 2021. Donc nous, quand on a travaillé, on n'a pas pu travailler dans les conditions réelles. Donc on n'a enregistré que les informations que les uns et les autres, vous avez bien voulu nous donner. Quand je dis les uns et les autres, c'est en Gironde, c'est vraiment, on a interviewé beaucoup de gens, que ce soit au niveau des administrations, ou que ce soit au niveau du milieu associatif, que ce soit au niveau des passes. On est venu vous voir aussi. Je suis désolé, je n'ai pas pu écouter le docteur tantôt là, parce que j'avais une autre réunion, mais voilà. Donc on est très attentif à tout ça, mais on ne l'a pas vu fonctionner. La seule chose qu'on a perçue, c'est que c'était très compliqué
et qu'on était incapable de dire qui coordonnait. Et ça, par contre, ça nous a quand même beaucoup bouleversés. Enfin, bouleversés. Ça nous a posé une grosse question. Après, la mise à disposition de lits, ça, effectivement, c'est une décision qui sera prise au niveau du préfet. Et si elle est bien, et justement, c'est ce qui était l'objectif un peu de nos recommandations, c'est qu'on prépare le préfet à dire, voilà, il faut réquisitionner un certain nombre d'endroits. Alors, pas que pour les précaires, hein. Ça peut être pour des personnes âgées qui vivent en situation d'isolement et qui sont dans des logements privés. On n'a pas visé spécifiquement la précarité. Après, vous avez des dispositifs au niveau de la précarité d'hébergement d'urgence qui existent et qui n'existent pas pour les personnes âgées. Donc, voilà, ça va être au préfet de faire la synthèse de cet ensemble. Mais bon, des locaux, il y en a, hein. On a discuté avec les communes, des locaux, il y en a. Simplement, il faut les mobiliser, il faut les réquisitionner, et voilà. Et nous, notre argument, c'est quand même de dire qu'il y a 2000 morts encore aujourd'hui, c'est insupportable. Et s'il y a 2000 morts, c'est qu'il y a effectivement des gens qui sont dans des situations où ils ne devraient pas être et ils ne sont pas capables de faire face. Donc s'ils ne sont pas capables de faire face, si c'est dans l'activité de travail, ben on arrête ces activités-là. Si c'est dans des milieux autres, on essaye de les mettre à l'abri. Donc voilà, après, ça va être écouté, ça ne va pas être écouté. Hein. Ça, moi, je ne suis pas préfet, je suis encore moins ministre. Mais voilà, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Après, il faut qu'il y ait la volonté politique. Rajouter que, justement, en fait, un petit constat pour alimenter le débat, c'est que on a l'impression aussi que tous les efforts à chaque fois fournis sur les questions de santé publique sont fournis par finalement les instances décisionnaires de la santé, et du coup, ça repose toujours sur les professionnels de santé et dans le médico-social, sur les professionnels sociaux aussi qui travaillent dans le médico-social, et du coup, on se demande en fait chaque fois quels moyens vont être déployés. Comme vous dites, des locaux, il y en a, etc. Et c'est pour rebondir du coup sur toujours ce cloisonnement des instances décisionnaires, alors que tout est lié, comme on a pu le dire dès le début. Et voilà, c'était juste cette remarque-là. Et du coup, vous avez plus ou moins répondu, mais c'était la question de comment les acteurs de terrain vont appliquer avec toute la bonne volonté du monde, former, etc. Comment, à un moment donné, il y a des limites pour l'application. Je suis absolument d'accord avec vous. Alors, c'est pour ça qu'il y avait deux choses qui me semblaient très importantes. En dehors des PASS, des milieux associatifs, des équipes médico-sociales, etc., qu'il faut renforcer, ça on est d'accord. Mais il y a le rôle de la commune qui est absolument... Et nous, on a rencontré des maires, on a rencontré donc des responsables communaux, pas seulement des CCAS, mais aussi des responsables politiques des communes. Je crois qu'il y a effectivement une position très très importante du territoire, enfin de ce niveau d'échelle territoriale, pour pouvoir vous aider. Et alors après, est-ce que la coordination doit se faire au niveau du département, doit se faire au niveau de la commune? Ça, c'est une autre chose. Nous, on n'est pas compétents pour le dire. Mais c'est clair que la coordination doit se faire. Et doit se faire de façon plus visible, en tous les cas. Plus visible et plus opérationnelle quand on est dans l'urgence. Parce que c'est pas, je répète, c'est pas quand on est dans le vert que les problèmes se posent, c'est quand on est dans l'orange et dans le rouge. Voilà. Et si la coordination n'a pas été bien prévue à l'avance, et la coordination pas au niveau du préfet, parce que le préfet, il fait ce qu'il peut, mais il fait ce qu'il peut avec les informations qu'on lui transmet. Donc, si on ne lui transmet pas les bonnes informations, voilà. Et s'il n'y a pas eu la coordination pour récupérer ces informations, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, il n'y a pas que les médico-sociaux, hein. La commune, ce n'est pas des médico-sociaux. C'est vraiment... et pour nous, les référents communaux, ils ne sont pas au niveau des CCAS. Hein. Ils sont vraiment au niveau des services de la commune. Et ça, c'est très important. Et je répète, là, on a eu un écho favorable à ce niveau-là. Hein. Alors, on n'a pas vu toutes les communes, mais bon.
on imagine quand même que l'extraction de, entre guillemets, l'extraction de certaines populations en squat ou en bidonville, dont on a parlé tout à l'heure, dans d'autres milieux rafraîchis, on va dire, va les sortir d'un système dans lequel ils évoluent. Et là, on ne sait pas trop quel est l'objectif et si c'est gagnant-gagnant ou pas. Parce mais ça, on a beaucoup discuté, par exemple, avec le milieu associatif. On a discuté avec la Fédération nationale des SAMU sociaux, qui nous ont alertés sur le fait qu'effectivement, prendre la décision de mettre à l'abri une femme dans un squat qui est insérée dans un petit cocon familial plus ou moins complexe, etc., c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que d'aller chercher le petit vieux qui habite tout seul au dernier étage de son immeuble et qu'on va mettre dans un endroit rafraîchi pendant 48 heures. On est tout à fait conscient. Et c'est pour ça que vous êtes les seuls, enfin, les équipes médico-sociales sont les seules à pouvoir faire ce travail de décision individuelle de mise à l'abri. Parce que vous êtes les seuls à connaître ce terrain-là, et voilà, au sens là, équipe médico-sociale au sens large. Hein. Il n'y a pas que les passes. Hein, Après, ça a été le même souci pendant le Covid, hein, quand on orientait sur les CHS. Alors, mais le Covid nous a beaucoup aidé. Elle a été très... Le Covid nous a beaucoup aidé parce que ça a permis de débloquer un certain nombre de situations. Et du coup, les gens se sont dit, enfin les gens, les hautes sphères se sont dit, si on peut le faire pour le Covid, on doit pouvoir le faire pour d'autres risques naturels. Donc ça, c'est très bien. On a utilisé le Covid pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui. Vous n'avez pas du tout travaillé sur les populations sans domicile? Non. Alors, non, c'est pas un choix. C'était, on avait une saisine. La saisine, on a exclu de la saisine les sans-abri parce que, d'abord, nous, on n'avait pas beaucoup de temps et donc on ne pouvait pas travailler. On a simplement rappelé dans le rapport qu'il n'y a pas que les squats et les bidonvilles, mais par contre, on n'est pas allé à ce niveau de réflexion. Mais voilà, si on nous le demande, on le fera. Hein. Volontiers, maintenant qu'on connaît un peu. Le micro a disparu. Je pense qu'il y avait une intervention quand même. Oui? Non? C'est pour le promener un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Voilà. Donc, pour moi, la vraie conclusion, c'est il ne doit pas y avoir de morts. Hein. C'est pas possible. Et s'il y a des morts, des morts au sens large, hein, des pathologies, des morbidités anormales, c'est qu'on n'a pas fait notre boulot correctement. Quelque part, on n'a pas fait notre boulot correctement. Alors quand je dis nous, c'est aussi bien nous, les équipes médicales, que les équipes médico-sociales, l'administration, etc. La canicule, c'est très simple. Hein. La chaleur, c'est pas compliqué du tout. Au niveau des mécanismes, maintenant, on connaît bien comment ça fonctionne. On sait bien comment les gens peuvent s'adapter à la chaleur. On sait bien comment ils peuvent s'en protéger. Après, il faut le faire. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention.